Biblio Haul 2 et 3, vidéo que j'ai déjà tournée et que j'ai supprimée. Donc je la refais, c'est pas grave, ça prend juste du temps, mais c'est pas grave. Donc c'est parti, on y va pour le bilan. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, c'est donc je n'ai plus les livres, je les ai rendus à la médiathèque, vous imaginez bien. Je vous mets les images comme d'habitude. Le premier livre, donc, c'est Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le masque de No, que j'ai lu en lecture commune avec The Riddler. Parce que elle l'avait dans sa palle, et je sais même pas comment on en arrivait à savoir qu'on l'avait toutes les deux dans la palle. Mais soit. Donc nous l'avons lu en lecture commune. L'histoire des chroniques de l'érable et du cerisier, c'est en gros un bébé d'un an, ou 1 ou 2 ans, je ne sais plus, qui est déposé un jour quasiment à la porte d'un homme qui vit reclus au fin fond de la forêt dans une montagne japonaise avec sa servante. Il va recueillir l'enfant, il va l'élever comme le sien. Enfin, surtout la femme va beaucoup s'occuper de l'enfant quand il est petit. Et je crois qu'à ses 7 ans, le maître, c'est comme ça qu'il l'appelle, commence son éducation plutôt en termes d'art martial. Donc il va lui apprendre à manier le sabre. C'est un sabre, je pense. Donc il va lui apprendre à manier le sabre et ils vont faire des entraînements, etc. Donc toute une première partie une première partie de roman se passe durant de son arrivée jusqu'à un point de rupture dont je ne vais pas parler. Et on va suivre en fait toute son enfance, son évolution, ses entraînements, etc. Ça pose une ambiance géniale que j'ai adorée et The Riddler aussi a adoré. Vous voyez, très nature writing, très calme, très douce, avec très contemplatif, où on regarde la pluie tomber, on regarde la nature changer, évoluer en fonction des saisons. Enfin, c'est tellement agréable, tellement doux, tellement chouette. Et donc il se passe quelque chose qui fait que notre personnage doit partir dans une ville, et à partir de là, évidemment, vu qu'il est seul, c'est un petit peu compliqué. Il a 10... Je sais plus quel âge il a, tiens, quand ça arrive. Je sais pas s'il a pas une dizaine d'années ou une douzaine d'années, mais soit. Et il se retrouve livré à lui-même, donc voilà, c'est un petit... On va suivre une autre chose, en fait, un autre contexte, où là, c'est de la survie. Je vais vous donner mon avis sur cette lecture. Comme je vous disais, la première partie nous a beaucoup plu parce que c'était très beau, très doux, très contemplatif. Les relations humaines étaient très agréables, vraiment très douces, très... voilà, vraiment chouette, quoi. Et en fait, quand il arrive en ville, pendant un certain moment, il va galérer. Et puis ensuite va se mettre en place une intrigue autour du théâtre japonais. Et en fait, si vous voulez, à cette époque-là, se met en place un nouveau théâtre qui est plus à la mode. Et il y a un petit peu, vous voyez, un conflit entre le vieux théâtre classique et ce nouveau théâtre. Et il va se retrouver associé à toutes ces histoires de théâtre. Et en fait, c'était un peu le problème. C'est que pendant un gros moment, long, très 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 long moment, notre personnage ne fait plus que ça et ne parle que de théâtre et on parle que de théâtre et c'était pas ce qu'on voulait en fait. Enfin en tout cas c'était pas les attentes qu'on en avait. Moi on me montre une couverture avec un personnage et un sabre, je m'attends forcément à certaines choses. Donc plutôt a priori des aventures, plutôt a priori de la guerre, des batailles, quelque chose où il se passe beaucoup de trucs quoi. Et au final, c'était pas franchement ça. Alors à la fin, à la toute fin, il y a une grosse accélération, plein de révélations, mais en fait c'est trop brusque parce qu'il s'est tellement rien passé pendant très longtemps, ou il s'est passé très peu de choses pendant très longtemps, que quand il y a cette espèce d'un seul coup de dégringolade et de cavalcade, et oui, du coup en fait on reprend un rythme qui est cool, mais on est stoppé net parce que c'est la fin du livre et voilà. Donc c'était pas une mauvaise lecture, c'était sympa, mais c'est vrai que c'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. En tout cas ça ne parlait pas de ce que j'attendais. Donc, on va lire le tome 2 avec The Riddler parce que, évidemment, la fin du 1 vous donne envie de lire le 2, mais on espère toutes les deux, je pense, que on va pas se retrouver encore dans ce truc où il se passe des trucs au début, chouette, où l'ambiance est chouette ou que sais-je, un gros moment au milieu il se passe plus rien, et à la fin tout est résolu, pif paf. Je ne sais pas si c'est une trilogie ou une duologie, je n'en ai aucune idée. Mais on verra bien. Je l'ai déjà réservé à la médiathèque. Dès que je l'ai, je pense qu'on va l'attaquer. Ça se lit quand même très vite, ça se lit très bien. C'est du jeunesse, voilà, c'est quand même tranquille. Après, ce qui est chouette, c'est d'avoir du jeunesse qui va être en fait dans un univers un peu différent, donc un Japon plus médiéval. Ça, c'est sympa parce que ça change d'ambiance et ça propose autre chose aux enfants, enfin aux préados, je pense plutôt. Mais c'est vrai que c'est quand même pas à mettre entre toutes les mains. Il y a quand même des trucs assez hard, je trouve. Enfin voilà, je ferais pas lire ça à un enfant de 6ème par exemple.
C'est une lecture mitigée, c'était pas une mauvaise lecture, mais il y avait quand même des points faibles à mon sens, c'est pas que le mien d'ailleurs. Le seul point positif, c'est qu'on parle de bouffe quasiment tout du long, et que moi, la bouffe japonaise, ça me réjouit. On parle de soba à longueur de temps, ça me réjouit. Mais sinon, c'est vrai que toute cette partie du milieu était un petit peu laborieuse. Bref, je vais pas trop m'étendre sur chaque livre comme ça, parce que sinon on va pas s'en sortir. J'ai fait des vlogs pour chacune de ces lectures, donc je vous les mets en barre d'infos. Je vous invite à les regarder, comme ça vous aurez un avis détaillé, voire au fil de la lecture. Ça sera quand même mieux, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Suivante. J'ai lu, c'est un autre jeunesse, La maison qui parcourait le monde de Sophie Anderson, donc qui encore une fois est une lecture jeunesse dans un univers un petit peu différent, puisque là on va être plutôt dans du conte russe, puisqu'on va suivre Baba Yaga dans sa maison à pattes de poulet, qui n'est pas une méchante sorcière qui enlève et dévore les enfants, mais qui est une, comment on pourrait dire, une passeuse d'âme. Ça veut dire que sa maison s'installe à un endroit, elle appelle les morts qui errent encore sur Terre, elle leur fait passer une super soirée où, une fois qu'ils rentrent dans la maison, ils reprennent un petit peu un corps, donc ils se nourrissent, ils écoutent de la musique, ils racontent leur vie. Elle leur ouvre la porte qui ouvre vers l'autre monde, et enfin les âmes sont libérées et peuvent partir. Donc on est sur une Baba Yaga plutôt cool, plutôt gentille, plutôt mignonne, et voilà, qui fait des choses, qui fait quelque chose quand même qui est positif et qui est bien. Quoi. Principalement le personnage de Marinka, qui est fille de Baba Yaga, et qui évidemment, en tout cas selon Baba Yaga, a pour destinée de devenir à son tour une Yaga. Donc une de ces femmes qui fait passer les âmes des morts de l'autre côté. Sauf qu'on retrouve le personnage de Marinka à l'âge de, je crois, 12 ans, c'est-à-dire en pleine crise de préadolescence, et que Marinka veut tout sauf ça. Elle est vraiment dans cette période de la vie où elle est pas franchement ado, mais elle est plus enfant, où elle veut plus faire ses jeux d'antan, où elle rejette un petit peu sa grand-mère parce que bah, elle est habillée comme une vieille dame, parce qu'elle est pas à la mode, parce que machin, enfin ouais, tout ce truc typique quoi. Et surtout, elle aimerait avoir des copains de son âge, et ce qui est compréhensible. Elle aimerait avoir des copains de son âge, elle aimerait voir se rentrer dans le monde dit dans le livre des vivants. Ce qui est évidemment fortement déconseillé, puisque vous savez ce que les humains pensent des sorcières ou des femmes qui sont assimilées à la sorcellerie. Donc Baba Yaga résiste pour que Marinka ne s'éloigne pas de la maison, etc. Marinka va faire plein de bêtises, va transgresser les règles et va vraiment faire de très très grosses bêtises. Voilà, ça c'est l'histoire en gros de la maison qui parcourait le monde. Ce que je vous dis là ne spoil franchement rien, puisque dès le début, on voit dès le début que Marinka n'a qu'une envie, c'est de rencontrer des gens, des enfants, et voilà, de faire autre chose que de tout le temps voyager à travers le monde. Ce que j'ai pensé de cette lecture, c'était une très bonne lecture. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Le seul point négatif, en fait, que j'y trouve, c'est le caractère et les actes de Marinka, qui est franchement insupportable, mais comme peut l'être, je pense, plein d'enfants à cet âge-là. Elle est vraiment insupportable parce qu'elle ne fait que prendre des mauvaises décisions, elle ne fait que faire des bêtises, et surtout elle est extrêmement égocentrée et égocentrique et égoïste même. Et elle fait voilà, que des bêtises tout le temps. On n'a qu'une envie, c'est. On voit en fait, c'est elle la narratrice, donc on suit son cheminement dans sa tête et on n'a qu'une envie, c'est de la secouer en lui disant arrête tes bêtises, arrête, ça va mal tourner. Et effectivement, plein de choses tournent mal. Mais cet agacement que j'ai ressenti en fait est très cohérent avec ce que veut donner l'histoire et je pense ce que veut apporter Sophie Anderson aux enfants qui liront ce livre et qui auront l'âge de Marinka. La finalité fait que a raison de se rebeller contre certaines choses, elle avait pas du tout raison pour d'autres, c'est mitigé, on n'est pas en train de faire la morale aux enfants en disant écoutez les adultes, c'est eux qui ont toujours raison, c'est pas du tout ça qui est dit et c'est très chouette, parce qu'elle a pu faire avancer certaines choses, parce qu'elle a pu même aider certaines yagas plus vieilles à faire des choses qu'elles n'osaient pas faire parce que la tradition, parce que les habitudes, mais dans l'ensemble, elle a quand même fait de très grosses bêtises. Donc on trouve vous voyez, une mesure, une balance, un équilibre entre tout ça. Et c'était vraiment une très bonne lecture que je vous recommande, même si vous êtes adulte, et que vous pouvez donner à des préados de 6e, 5e, 4e, ces âges-là, vous voyez. Le vocabulaire n'est pas très difficile, il se passe quand même beaucoup de choses, il faut être capable de lire un livre qui est quand même assez conséquent, mais vous avez des bons lecteurs autour de vous qui sont un peu dans cette phase, vous voyez, où on n'est plus un enfant, on n'est pas un ado, on est quelque part entre les deux et c'est relou. Donnez-leur La maison qui parcourait le monde, parce que je ne pense pas qu'ils auront l'impression qu'on leur fait la morale, et c'est ça qui compte. Ensuite, j'ai lu Journal d'un Assassin, je vous en ai déjà parlé en bilan lecture, donc je n'y reviens pas, je vous mets par contre
soit le bilan, soit le vlog, soit les deux en barre d'infos. J'ai également lu La brodeuse de Winchester dont j'ai déjà parlé en bilan et en vlog. Je vous remets ça en barre d'infos aussi. Le livre des heures, pareil, je crois que j'en ai parlé en bilan. Donc de toute façon, je vous remets le vlog en barre d'infos aussi où je développe bien mon avis sur ce livre. D'or et d'oreiller, j'en ai parlé plus que de raison en vlog. Je vous remets le vlog aussi en barre d'infos parce qu'il me semble que je l'ai déjà fait en bilan. J'ai un doute. Est-ce que je l'ai fait en bilan? Si, parce que si, je l'ai fait en bilan, je crois, parce que je l'ai lu fin novembre, donc ça devait être dans le bilan de novembre. Par contre, Amari de Bibi Alston, je ne vous en ai pas encore parlé. Donc, Amari, c'est aussi un jeunesse, j'ai lu pas mal de jeunesse finalement, qui va parler d'une petite fille noire qui est au collège, donc elle a 12 ans, je crois, qui a eu une bourse d'études pour un collège très prestigieux, mais où il n'y a que des enfants très riches, qui font partie d'un certain niveau social et où elle est en total décalage avec eux, puisque sa maman est, je ne sais plus si elle est aide-soignante ou infirmière, mais qu'elle est toute seule à élever ses enfants, qu'ils vivent dans un HLM et que c'est pas facile quoi, c'est pas du tout une enfant privilégiée de par sa couleur de peau et de par son statut social. Donc, Amari, dès le début du roman, est un petit peu en conflit à son collège. Il se passe des choses qui font que ça part un peu en cacahuète au collège. Et en parallèle de ça, on apprend que son frère Kingston a disparu il y a un certain temps, mais je ne sais plus, plusieurs mois je crois. Il a disparu, il a 10 ans de plus qu'elle, donc c'est un adulte. Il est parti travailler, on ne sait pas trop où, c'est assez mystérieux, et il a disparu. Et Amari va n'avoir pour objectif que de le retrouver, d'autant qu'elle découvre qu'il fait partie du bureau des affaires surnaturelles à laquelle elle est conviée à venir l'été pour passer les tests. Et donc elle va découvrir que sa disparition n'est pas ni volontaire, ni... voilà, c'est une disparition un peu surnaturelle et elle va donc aller au bureau des affaires surnaturelles pour bien se faire embaucher et retrouver son frère. Voilà, je vais pas vous en dire plus sur le résumé parce qu'il se passe plein de choses et que je veux pas du tout spoiler, c'est vraiment chouette à découvrir au fil, d'autant que c'est une lecture jeunesse, ça se lit très vite. Donc voilà. Je vais m'arrêter pour le résumé. En revanche, je peux vous donner un avis rapide sur cette lecture. C'était une bonne lecture parce que ça avait l'aspect addictif, l'aspect magique, l'aspect monde magique souterrain à la Harry Potter un peu, vous voyez, parce que le bureau des affaires surnaturelles, ça a un côté vraiment très ministère de la magie. Ça avait tous ces aspects positifs de la magie que je pense que j'aurais vraiment adoré découvrir à l'âge pour lequel ça a été écrit. Je pense que j'aurais été à fond dedans, j'aurais adoré. Et ça a l'avantage de nous proposer en tout cas une héroïne qui n'est ni un garçon, ni blanche, ni un personnage privilégié d'une quelconque manière que ce soit, si ce n'est qu'elle a sa maman qui l'aime, mais c'est tout, hein, puisque voilà, concrètement, elle doit se débrouiller toute seule. C'est bien, il est temps que ça arrive en jeunesse d'avoir des personnages qui sortent un petit peu de nos standards occidentaux pourris, voilà, et pas du tout représentatifs de nos sociétés. Donc c'était une très chouette lecture. Par contre, c'est assez jeunesse. Il y a beaucoup de trucs, de similitudes avec Harry Potter, par exemple. Les langues de bois font vraiment penser aux langues de plomb dans Harry Potter. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de similitudes. Mais je pense que ça peut se découvrir avec plaisir. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Et je pense surtout que c'est à mettre dans les mains de pré-ados, encore une fois, de collégiens. Ça peut être vraiment une très très chouette lecture. Il y a un tome 2 qui est sorti, je crois, en octobre ou novembre, qui n'est pas encore à ma médiathèque, donc que je ne lirai pas de suite, mais quand il y sera, je le lirai avec plaisir. Ensuite, j'ai lu en lecture commune, comme dit Juliette, en Inception, lecture commune dans l'Explora-Livre, au sein de l'Explora-Livre et avec Pénélope en temps réel, Capitale du Sud, le tome 2, qui s'appelle Trois Lucioles de Guillaume Chamanadjian, qui est un auteur français. Je vais donc pas trop vous faire de résumé parce que, encore une fois, ça risque de spoiler, c'est un tome 2. Je vous remets, comme d'habitude, le vlog en barre d'infos sur le tome 1. Comme ça, si vous voulez savoir de quoi ça parle, allez voir. Je vais vous donner juste mon avis sur ce tome parce que je sais que certaines personnes ont eu du mal avec le 1 parce que dans le 1, il y a beaucoup de fils lancés, beaucoup de choses qui semblent n'avoir aucun rapport. On se doute qu'il y a un rapport, mais on ne voit pas du tout le lien. Et on est sur 15 intrigues parallèles, et je sais que ça a paumé certaines personnes, ce que je peux parfaitement comprendre. Le tome 2, pour moi, même si j'ai beaucoup aimé le tome 1, était bien supérieur encore, ce qui est assez génial, mais ce qui du coup met la barre très très haute pour le tome 3. Mais soit,
Il était vraiment très très bon, j'ai trouvé. J'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage principal qui était très intéressante. J'ai beaucoup aimé où nous emmenait d'un point de vue géographique et physique le personnage parce qu'on découvre de nouvelles choses. Je trouve que les problématiques sociales traitées sont très intéressantes puisque là on va pas mal parler d'immigration, donc de réfugiés en fait, qui sont aux portes de la ville et la ville bien au chaud dans son petit confort n'a aucune idée de ce qui se passe aux portes alors qu'en fait il y a plein de réfugiés qui ont besoin d'aide, etc. Donc voilà, il y a des questions sociales hyper intéressantes. Il y a toujours un mystère autour du Nihilo qui n'est pas du tout résolu, mais qui commence un petit peu, on voit qu'il y a des trucs qui nous sont tendus, des perches qui nous sont tendues, on a envie de savoir. Donc bref, Guillaume Chamanadjan a vraiment la qualité, je trouve, d'écrire en termes de pages, c'est assez court, mais de développer un univers mais incroyablement riche. Quand vous lisez ce livre, vous avez les couleurs, vous avez les odeurs, vous avez les sensations, enfin tout y est quoi, alors que c'est assez court. Il a la capacité de développer psychologiquement ses personnages, alors que pareil c'est assez court. Il a le talent de parvenir à choisir quoi dire pour que ça soit suffisant pour développer le personnage sans s'étendre sur des pages et des pages quoi. Et c'est assez incroyable. Donc voilà, c'était une excellente lecture. J'ai beaucoup aimé ce tome 2. Je suis évidemment extrêmement impatiente de découvrir le tome 3 qui ne sortira, je crois, que l'année prochaine du coup, il me semble. Je sais plus si en octobre c'est Capitale du Nord le tome 3 qui sort ou celui-là. Mais bref, on verra bien. Va falloir attendre dans tous les cas, donc voilà. Ensuite, j'ai lu Ouijigo d'Estelle Faye. Je ne sais même plus si je vous l'ai montré, mais soit. Ouijigo, ça va parler d'un jeune lieutenant, ou je sais pas quoi, de la garde royale qui va en Bretagne pour arrêter un noble qui s'appelle Julien de Salers. Et au moment où il arrive pour l'arrêter, il se retrouve prisonnier dans le château de Justinien de Salers. La marée monte, etc. Et Justinien de Salers lui dit: je me rendrai, mais d'abord je veux que vous écoutiez mon histoire. Comme la marée est haute et que personne ne peut plus sortir, il n'a donc rien d'autre à faire que d'écouter l'histoire. Et Justinien de Salers va parler de ce qui s'est passé il y a 40 ans sur l'île de Terre-Neuve, où il s'est passé des choses assez bizarres. Le récit commence comme ça. À certains moments dans le récit, on revient au présent et aux deux personnages qui échangent. La narration est assez intéressante, j'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était bien fait, bien ponctué. Des moments où on revient dans le présent ne coupe pas du tout la narration des faits passés. C'est vraiment bien fait, bien mené. On va suivre en fait un groupe donc 40 ans plus tôt, on suit un groupe d'explorateurs qui s'échouent sur une plage. Ils sont, enfin d'explorateurs, c'est d'ailleurs pas tous des explorateurs, mais soit, ils sont un certain nombre, je sais plus combien, je crois que c'est 8 ou 9. Et dès le début, il y en a qui meurent et on soupçonne des gens du groupe. Et voilà, il y a tout un truc autour de ça. Ça va parler de la solitude des humains qui sont en groupe et qui doivent survivre. Est-ce que ça peut créer comme complicité, mais aussi comme tension, etc. Et il y a un aspect horrifique, il y a un aspect fantastique qui est aussi dans l'histoire. Ce que je peux vous en dire, c'est que je pense que c'est une bonne lecture, mais je pense que ça peut être une très bonne lecture pour d'autres personnes que moi, parce que j'ai un vrai problème avec les histoires de naufrage. Déjà, j'ai du mal, dès que c'est sur un bateau, parce que c'est un huis clos, parce que c'est au milieu de la mer et qu'on ne peut pas s'en échapper, de base, j'ai un peu de mal. Ça peut passer, mais j'ai un peu de mal. Mais alors, quand il y a un naufrage, c'est fini, quoi, sur une île déserte, avec des créatures cheloues potentiellement qui se baladent. C'est plus le contexte de l'histoire que qui m'a dérangée, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc je pense que je n'ai pas su apprécier le livre à sa juste valeur, en tout cas autant qu'il le méritait. Je vous invite à le découvrir parce que c'est quand même... Vous voyez, même si moi j'aime pas le contexte, je suis allée quand même jusqu'au bout et j'ai trouvé que c'était bien. Donc je pense que quelqu'un d'autre qui n'a pas de problème avec les histoires de naufrage peut beaucoup aimer ce livre. J'ai lu Rouille de Floriane Soulas qui va parler très rapidement, qui va parler de Violente, qui est une jeune fille qui est arrivée à Paris il y a 3 ans, qui a été recueillie par un proxénète et qui n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé avant ces 3 années. Elle a totalement perdu la mémoire. Le proxénète la met dans une maison close, donc c'est dans un Paris steampunk 19e, vous voyez, fin 19e. Et donc elle est contrainte de travailler dans cette maison close pour vivre en fait, hein, puisqu'elle n'a nulle part où aller, qu'elle ne se souvient de rien, qu'elle ne sait plus qui aller, etc. L'intrigue de base, c'est qu'il y a 2 intrigues en fait. Il y a d'une part une nouvelle drogue hyper violente qui apparaît sur le marché des bas-fonds parisiens, qui rend très vite accro et qui est dangereuse quoi. D'autre part, la deuxième intrigue, c'est que des enfants pauvres hein, et des prostituées disparaissent et sont retrouvés mutilés. Donc il y a ce petit côté Jacques l'Éventreur. Voilà.
et violente, et va enquêter sur ça avec son proxénète, etc. Enfin voilà, et après toute l'histoire se développe, l'aventure, etc. Ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai un avis assez mitigé. Je vous mets le vlog encore une fois, où j'en parle de manière détaillée, mais je vais vous faire rapidement. J'ai un avis assez mitigé sur cette lecture parce que, déjà d'une part, je n'ai pas apprécié le personnage principal, donc Violente, que j'ai trouvé, je sais pas vous dire, j'ai pas accroché du tout avec ce personnage. J'ai trouvé qu'elle était à la fois forte et qu'elle se défendait, etc. Mais qu'en même temps, elle était agaçante. Enfin, il y avait quelque chose qui passait pas avec moi. Je n'ai pas aimé le personnage, quoi. C'est pas que j'ai besoin de m'attacher. J'ai pas forcément besoin d'être attachée au personnage pour apprécier une histoire. Mais quand le personnage vous agace, c'est un peu compliqué, du coup, d'apprécier sa lecture. Il y a d'autres points qui m'ont dérangé dans cette histoire, mais je vais pas trop vous en parler là parce que ça serait assez long. Donc allez, si cette lecture vous intéresse, allez voir le passage du vlog. Je crois que j'ai mis le timer, etc. Donc allez voir le passage du vlog où j'en parle. Ça sera beaucoup plus détaillé. En tout cas, c'était pas une mauvaise lecture, mais voilà, j'ai pas accroché. J'ai trouvé que c'était un peu long. À la fin, j'en avais marre, quoi. Donc c'est un premier roman, c'est le premier roman de Florian Soulas. Je pense que plein de personnes peuvent apprécier, c'est juste avec moi, ça l'a pas fait. Je pense aussi que ce qui a fait que ça m'a un peu déçue, c'est que on se retrouve pas suffisamment dans Paris vraiment pour apprécier l'ambiance steampunk que moi j'aime beaucoup. Je vais passer à la lecture suivante. J'ai ensuite lu les tomes 3 et 4 de Minuscule. Je ne vais pas vous en reparler parce que je vais pas vous les résumer parce qu'il n'y a rien à résumer, c'est des tranches de vie. Et vous savez que j'adore Minuscule, donc allez voir si vous voulez le vlog où j'en parle, mais j'en parle pareil assez peu. En tout cas, j'ai adoré le tome 3 et 4, surtout le 4. J'ai également lu le tome 5 de l'Atelier des Sorciers, pareil, allez voir le vlog. En tout cas, sachez qu'on avance on avance bien dans l'intrigue et que le tome 5 se termine sur un choix que doit faire Coco qui est hyper, voilà, on a envie de savoir. Et bien j'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir la suite, voilà. Et j'adore toujours autant et les illustrations, et l'histoire, et les personnages. Et enfin, j'ai lu le tome 5 de Blue Period, les tomes 4 et 5 de Blue Period, qui étaient pas trop mal parce que, alors ça fait un moment déjà que je les ai lus, je crois qu'on est sur les tomes entre l'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission au concours d'entrée de la fac publique d'art de Tokyo. Donc c'était plutôt pas trop mal parce qu'il se passe un petit peu d'autres choses et que c'est un autre contexte puisque là on est à la fois dans le stress de passer enfin voilà, de savoir si on est admis, le stress de potentiellement préparer la suite et en même temps le besoin de décompresser pour ne pas exploser. C'était pas trop mal. Je ne suis pas vraiment franchement archi fan de Blue Period, j'aime bien, voilà, j'aime bien, je les achèterai pas, si j'avais dû les acheter, je ne l'aurais pas fait, ce qui n'est pas le cas par exemple pour Minuscule et l'Atelier des Sorciers, que ça ne me dérangerait pas de dépenser des sous pour les avoir, mais pas Blue Period par exemple. Donc c'est sympa, mais voilà. Donc c'est tout pour le Biblio Haul numéro 2, on est déjà à 25 minutes de vidéo, j'espère qu'au montage ça sera moins long. Je vais passer au Biblio Haul numéro 3 assez rapidement parce qu'il y a beaucoup moins de lecture. Donc, dans le Biblio Haul numéro 3, j'avais l'espace d'un an de Becky Chambers que j'ai rendu puisque Pénélope m'a offert la magnifique version des éditions La Talente, donc que je vais lire séparément du Biblio Haul et dont je parlerai séparément. Ensuite, j'ai lu L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, qui était une excellente lecture puisqu'on va retrouver deux personnages, un couple, l'homme est chinois ou d'origine chinoise et historien et la femme est japonaise. Non, elle est pas, elle est d'origine japonaise. Ses parents sont japonais et ont émigré et je crois elle a les deux nationalités. Et en fait, donc ils sont mariés, elle est scientifique, physicienne quantique, je crois. Et en fait, ensemble, ils vont découvrir l'existence qu'ils ignoraient totalement de l'unité 731, qui est un petit peu, si vous voulez, l'équivalent d'Auschwitz, mais ça se passe en Chine et les docteurs, etc., sont des Japonais, donc ils expérimentent sur des citoyens chinois. Et en découvrant ça, tous deux vont vouloir faire quelque chose, notamment l'homme qui est chinois et qui se sent directement concerné, qui est choqué de ne pas connaître en fait ça, puisqu'il est chinois et qu'il devrait connaître cette partie de son histoire, enfin voilà, de l'histoire de son pays quoi. Donc ils vont à eux deux créer une machine qui permet de remonter le temps. Sauf qu'il y a des contraintes, à savoir qu'on ne peut remonter qu'une fois dans une période donnée. Donc si une personne va, je ne sais pas moi, le 16 mars 1940 dans l'unité 731 de 8h à 17h, cette tranche précise où aura été la personne sera inaccessible pour quelqu'un d'autre. Donc c'est une fois et c'est une personne. L'homme, l'historien, va choisir d'envoyer non pas des scientifiques,
mais des descendants de personnes qui ont été en fait enfermées et torturées dans l'unité 731. Tout ça est mis sous forme de documentaire avec à la fois des interviews, à la fois des extraits de procès, à la fois un côté parfois plus narratif, des échanges, voilà. C'est au début assez déstabilisant, mais très vite, c'est très court, hein, très vite on se met dedans et c'est vraiment impossible de le lâcher. C'est assez dur à lire, il y a des docteurs japonais qui sont interrogés, enfin un docteur japonais qui est très très âgé et qui raconte ce qu'il a fait là-bas. Et franchement, c'est dur à lire et c'est d'autant plus dur qu'il y a une froideur dans les propos qui sont choquants. Donc ce n'est pas à lire pour tout le monde si on ne se sent pas capable, après, derrière ça, de digérer toutes ces violences gratuites. Hein. Faut pas lire ça si c'est pour se faire du mal. Mais si vous arrivez à gérer ce genre de choses, c'est très intéressant parce que l'unité 731 a réellement existé. Donc on parle de quelque chose de réel. Et c'est fascinant, ça pose plein de questions sociales, ça pose plein de questions humaines, notamment pourquoi ça n'a pas été considéré comme un crime contre l'humanité. Ça pose plein de questions sur l'humain, l'individu humain, puisque bah, même les méchants, le méchant docteur japonais par exemple, est un humain qui a une famille, qui a une femme, qui est aimé, qui est bon avec ses enfants, qui est bon avec sa femme, etc., mais qui a été capable de commettre des horreurs pareilles. Vous voyez, il y a tout ça qui est interrogé, et c'est très intéressant. Je vous invite, si vous vous en sentez capable, à lire L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu. Ensuite, j'ai lu un graphique, j'ai lu Les sorcières de Salem, je crois. Comment nous avons condamné nos enfants de Thomas Gilbert, qui est un graphique qui va parler du procès de Salem, voilà, de ce qui s'est passé à Salem en fait. C'était une chouette lecture. Je trouve que le dessin sert extrêmement bien l'ambiance de Salem. Pour avoir lu Moi Tituba sorcière, je vous garantis qu'en termes d'ambiance, c'est vraiment exactement ça. Ça respecte hyper bien l'ambiance sale, glauque, malsaine, mauvaise, avec ce pasteur qui est complètement omnubilé par sa foi, mais voilà, qui en devient une personne mais exécrable, affreuse, qui fait du mal aux autres. Ça décrit très bien l'ambiance. En fait, vous voyez, où la misère monte et du coup, faut trouver quelqu'un à accuser, on accuse les femmes, enfin voilà, ça décrit très bien tout ça. Ceci étant dit, je vous le dis, cela ne respecte pas l'histoire, en tout cas les documents historiques qu'on a concernant les procès de Salem, puisque les relations entre les personnages ne sont pas bonnes, parce que dans la vraie histoire, les filles accusent Tituba et que là, elles sont plus complices avec Tituba, enfin voilà. Ça modifie un petit peu l'histoire avec un grand H, donc lisez ce graphique si ça vous intéresse, parce que c'est hyper intéressant en termes d'ambiance, parce que ça montre des choses évidemment très intéressantes sur le traitement des femmes, sur les sorcières, sur les rapports interraciaux aussi, mais ne vous basez pas sur ce graphique concernant l'histoire avec un grand H. Ensuite, j'ai terminé La maison aux 1000 étages de Jan Weiss, donc je pense que ça se dit Jan Weiss puisque l'auteur est tchèque. Je ne m'attendais pas à ça du tout. En fait, j'ai découvert que c'était un livre écrit en 1929 et ça se sent très fort. Donc, dans La maison aux 1000 étages, on va suivre un personnage qui se réveille dans un escalier, qui ne se souvient de rien du tout, rien, rien, rien. Ce qu'il fait là, rien, rien. Et il va trouver un moment dans sa poche un papier qui va lui donner des indices sur qui il est et sa mission, pourquoi il est là. Et en fait, ça se passe dans un bâtiment qui fait 1000 étages, qui est construit dans un matériau qui n'existe pas, et qui, donc c'est de la science-fiction. En fait, chaque étage est quasiment une ville à part entière, et c'est très glauque, on va voir beaucoup d'esclaves, on va voir des gens enlevés, enfin, c'est franchement glauque comme ambiance, c'est lourd, c'est décousu, mais ça, à la limite, ça pourrait passer, parce que ça peut être hyper bien fait. Là où c'est problématique, c'est que dès le début, on a des descriptions, on sent un fond d'antisémitisme, on sent un fond de racisme à plusieurs reprises, le sexisme, on n'en parle même pas. Pour exemple, à un moment donné, le personnage qui découvre, je vous ai pas dit qu'il était invisible, mate, voilà, une jeune femme qui se déshabille et il la mate pendant qu'elle est toute nue. Et ensuite, il va essayer de la tripoter quand elle est dans son lit. Donc bref, il y a plein de trucs comme ça qui m'ont franchement dérangé. C'est vraiment un livre qui est daté. On voit bien qu'il a bientôt 100 ans. Et c'est vraiment... j'étais déçue, je m'attendais pas à ça en fait. J'aurais dû me renseigner avant parce que j'aurais eu des attentes différentes en voyant sa date de création, parce que je crois qu'il n'a pas été publié au moment où il a été écrit. Enfin bref, je sais plus l'histoire, mais peu importe. Toujours est-il que c'est très décousu, c'est très bizarre. Et puis moi, une fois que j'ai vu qu'il y avait du racisme et tout ça, si vous voulez, j'étais plus dedans. Donc j'ai tourné les pages assez vite, j'ai un peu avancé vite parce qu'il y a plein de très longs dialogues qui n'ont ni queue ni tête,
où les gens disent des trucs qui ne veulent rien dire, qui ne font pas avancer l'histoire, donc bah ça j'ai passé parce que ça, voilà, je voulais arriver à la fin. J'ai trouvé personnellement la fin décevante comme un vieux soufflé qui s'écrase, voilà. Et puis ben c'était pas une bonne lecture, franchement c'était une déception. L'idée de base aurait pu être bien. Si ça avait été bien exploité et sans tous ces travers, ça aurait pu être bien. Mais là, je vous jure que c'était dérangeant. C'était juste dérangeant. C'était juste non, en fait. Ensuite, j'ai lu Un miracle de Victoria Mass. On va parler, en fait, ça va parler de la Vierge et d'apparition de la Vierge. On va suivre plusieurs personnages en Bretagne en parallèle qui sont tous au sein du même village, mais dans des familles différentes ou même parfois dans la même famille. Voilà, ça va parler de tout ça. Franchement, je ne saurais pas quoi vous en dire parce que j'ai eu l'impression en lisant ce livre que de lire un premier jet amélioré. Voyez ce que vous faites, un plan détaillé quand vous êtes à la fac, que vous faites une dissertation. Quand vous faites un plan détaillé, vous mettez le titre de vos parties, vous mettez les grandes idées avec les exemples que vous allez donner, vous mettez votre transition et partie suivante. Bah, c'était exactement ça. J'ai eu l'impression de lire un plan détaillé, mais sauf qu'il me manquait les transitions. Et c'était trop léger, c'était trop... J'ai l'impression qu'il manquait plein de trucs en fait. Plein de liens, plein de rapports, plein de... J'avais l'impression de lire des successions comme ça d'exemples et que l'autrice n'aurait pas écrit, n'aurait pas fini, n'aurait pas abouti le livre. Donc ça aurait pu être super parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient traités, plein de sujets qui étaient traités. Par exemple, je sais pas moi, autour de comment dire, de la foi, de la religion, autour des rapports entre garçons adolescents, d'un garçon orphelin qui a des caractéristiques qui font que les autres le traite mal. Enfin, vous voyez, il y a plein de sujets comme ça qui auraient pu être développés et qui étaient intéressants, mais en fait, je pense qu'il y en avait trop finalement. Et du coup, voilà. Bon, bah, ça s'est lu vite, mais c'était pas. Franchement, c'était vraiment pas au niveau du bal des folles. Et je sais que je ne suis pas la seule à le penser. Je trouve ça franchement dommage parce que je sens bien qu'il y a un potentiel derrière ce bouquin, mais comme s'il n'avait pas été exploité, quoi. Comme si elle avait eu une date pour le sortir là maintenant et que, bah tant pis, quoi, je donne ce que j'ai. Enfin, voilà, ça donnait un peu cette impression. Alors, il me reste 2 livres, enfin 3 livres à vous parler et c'est terminé. J'espère que ça sera pas trop long, mais au moins ça conclura ces 2 biblio-halls et on repart sur une page vierge. Donc, j'ai lu Mal d'aurore, les enfants de la légende de Philippe Lechermeyer, je pense, qui est un jeunesse aussi, qui se passe plutôt dans les pays de l'Est européen, au début 20e. Soit, on va suivre 2 personnages. On va suivre le personnage d'Anja, qui est une petite fille privilégiée, fille d'un grand scientifique très reconnu, qui a toujours été élevée dans la dorure, etc. Et son père a acheté pour elle un violon à un prix mais exorbitant parce que c'est un génie du violon. Et il lui a acheté un violon incroyable, très 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 cher, qu'elle emmène partout avec elle parce qu'elle a peur qu'on lui vole. Pas manqué, au moment où elle doit monter dans le train pour rejoindre ses parents lors d'une escale ou je ne sais plus quoi, d'un voyage, elle se fait agresser, elle rate le train et ensuite, son objectif est d'une part de ne pas se faire voler son violon, d'autre part de retrouver ses parents. Et en parallèle, et ensuite ensemble, puisque les deux vont se rencontrer, on va suivre l'histoire de Piotr, qui est un petit garçon très 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 pauvre, qui a été élevé par un homme qu'il appelle l'ogre et par sa grand-mère. Il a été battu toute son enfance, il n'a plus de maman. Et au tout début où on le rencontre, sa grand-mère lui donne une liste et lui dit en gros de se sauver, d'aller lui chercher ce qui est écrit sur cette liste pour lui sauver la vie parce qu'elle est malade. Donc il part et tous les deux vont se rencontrer par X et Y aventures et ils vont partir en quête l'un et l'autre pour résoudre leurs problèmes respectifs mais ensemble. Ils vont rencontrer plein de personnages. Il y a un petit côté Cendrillon avec des animaux qui répondent et qui aident les protagonistes. Il y a un petit côté, voilà, quand on est en Sibérie, vous voyez, très froid, très hiver, très Russie un peu dur. Il y a aussi un côté légende, conte. Il y a plein de choses. C'est très riche. Dans l'ensemble, c'était plutôt une bonne lecture. Ce que j'ai déploré, c'est que j'ai eu la sensation qu'il se passait plein de choses qui ne faisaient pas avancer l'intrigue et l'histoire. Et c'est là que ça m'a un peu dérangée. Parce que c'est bien hein, qu'il se passe plein de trucs, mais ce qui est l'inverse des chroniques de l'érable et du cerisier, mais ça n'a pas fait avancer l'histoire et je vois pas où... Voilà. Donc c'était quand même une bonne lecture, c'était sympa. La richesse du livre, c'est surtout l'ambiance, les relations entre les protagonistes, le fait que ce soit des enfants et que ils aient des relations particulières, une façon de vivre un peu tout seul, livré à eux-mêmes, mais particulière. Enfin, il y avait plein d'aspects positifs, mais vraiment le côté où il se passe plein de trucs qui ne mènent à pas grand-chose au final. Bon, c'était le côté un peu négatif qui fait que je peux pas dire que c'était une excellente lecture. Le tome 2 est sorti, je ne vais pas l'acheter puisque je compte l'emprunter si la médiathèque l'achète. Si c'est pas le cas, tant pis, c'est pas grave. Je n'étais pas suffisamment accrochée
pour me l'acheter non plus, quoi. Et donc le dernier, je vous ai dit une bêtise, c'est un livre qui faisait partie de mon biblio haul numéro 1, oui, qui était très en retard. C'est Druide d'Olivier Perru, qui va parler de royaumes qui sont constamment en conflit et là, à l'heure actuelle, en paix précaire. Sauf qu'un affreux meurtre très violent, très sanglant, très marquant, est produit dans une des tours de garde d'un des deux royaumes. Donc les deux royaumes, le royaume agressé veut entrer en guerre contre l'autre parce qu'il part du principe que c'est l'autre. L'autre dit que non, mais est prêt aussi à rentrer en guerre tant qu'à faire. Et en fait, on va suivre le druide Obrigan qui arrive à réclamer un délai de 21 jours pour essayer de prouver au royaume agressé que ce ne sont pas les autres qui les ont agressés, mais quelque chose d'autre, on ne sait pas quoi. Et on va suivre la quête de ce druide ainsi que de ses deux apprentis pour essayer d'empêcher la guerre et en fait se retrouver dans une aventure qui dépasse très 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 largement ce qu'ils s'imaginaient trouver en commençant à chercher. C'était une très bonne lecture, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré tout ce qu'il y avait autour des protagonistes et de l'histoire, comme les relations avec les animaux, comme la magie un peu des druides, la façon dont sont organisés les druides en 4 clans. Ça avait un côté très la garde de nuit dans le trône de fer, vous voyez. Et c'était plutôt sympa. Là où, enfin ce que j'ai déploré, qui est certainement un des seuls reproches que j'ai à faire au livre, c'est que dans la société druidique, les femmes et les hommes sont à parfaite égalité, et que dans ce livre, on ne retrouve pas de femme. Il n'y a aucun protagoniste important qui est une femme, excepté une qui n'est en fait là que parce qu'elle est possédée par l'esprit d'un homme du passé, et sinon qui n'aurait jamais été là. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose que je déplore énormément, parce qu'on se retrouve entouré d'hommes. Il n'y a que des hommes. Alors dans les royaumes, admettons, ce sont des sociétés misogynes, machin bidule, je veux bien. Mais quand on crée, qu'on se casse la tête à créer une société parfaitement égalitaire, où le genre n'a rien à voir avec les capacités, où on peut accéder, etc. Enfin voilà. Pourquoi ne pas mettre un personnage principal féminin, ou au moins des apprentis féminines, ou je sais pas moi, mais voilà. Donc ça m'a un peu déçue en fait. Voilà, si vous voulez, ça a fait que cette très bonne lecture, bah bon voilà, j'étais un petit peu, ouais, un peu chafouin quoi. Bref, je vous invite à le lire si ça peut vous intéresser parce que c'était quand même une bonne lecture, c'était vraiment original, c'était un univers très bien construit, c'est très intéressant, le rythme est très bon, la narration est très bonne, enfin voilà, il y a vraiment de grosses qualités autour de ce livre. Voilà, donc j'ai terminé avec mon biblio haul qui dure beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu puisque le premier que j'ai filmé, bah, j'avais que mes lectures de décembre et se sont ajoutées finalement les lectures de janvier, donc il est très très long, j'en suis désolée. Je vais essayer de m'appliquer à en faire plus régulièrement pour qu'il soit plus court, ça serait quand même mieux je pense. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce dont je viens de vous parler. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, s'ils vous intéressent. Et puis éventuellement me faire des recommandations, notamment en roman historique. Je suis très preneuse. Si vous en connaissez, ça m'intéresse beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!